sur le site Open Edition Journals, auxquels peuvent accéder toutes les personnes qui ont des identifiants de l'université ou d'un établissement d'enseignement supérieur. Ces revues sont pour la plupart d'entre elles, et même presque toutes, rattachées à des équipes de recherche de l'Université de Strasbourg. Il se trouve que la revue du droit des religions, qui est co-dirigée par Mme Françoise Curti, ici présente, et Monsieur Gérard Gonzalez, et qui, je crois, n'est pas là ce soir, mais est une revue qui est donc produite et rattachée à l'UMR DRESS. Une UMR, c'est une unité mixte de recherche associant des personnels CNRS et des personnels de l'université. Et DRESS, donc, signifie droit, religion, entreprise et société. J'insiste dessus parce que moi-même, je bute toujours un peu sur entreprise dans le titre, qui peut paraître un peu étrange, mais ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer ce soir. En tous les cas, la revue du droit des religions est donc une émanation directe de l'activité foisonnante de cette UMR, qui est d'ailleurs complétée aux presses universitaires de Strasbourg par une collection droit, religion et société, dont nous avons déjà eu l'occasion de présenter des travaux lors de séances de savoir en partage. Donc je vais donner la parole à Monsieur Thomas Boulu, qui est donc maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Et vous préciserez vous-même, s'il vous plaît, votre spécialité, parce que j'ai peur de... Dans les sciences juridiques, il y a d'infinies variations et j'ai peur de l'écorcher au passage. Et donc, c'est vous qui allez nous présenter ce numéro qui porte sur un sujet qui intéresse énormément de monde, qui est un sujet très important et très difficile. Donc, il faut savoir gré à la revue du droit des religions de traiter avec toute la probité scientifique requise un sujet d'une actualité, hélas, brûlante. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous voulez le prendre ou le reposer, ce sera plus simple. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues, merci beaucoup à vous tous. Et un mot en tout particulier eh bien, pour les organisateurs de cette conférence qui me permettent aujourd'hui de prendre la parole. Pour la BNU, bien entendu, j'ai beaucoup de plaisir à intervenir aujourd'hui à la BNU, dans une institution où j'ai bien rédigé une grande partie de ma thèse. C'est pour moi vraiment un plaisir tout particulier d'être ici. Je remercie bien entendu également les presses universitaires de Strasbourg, en particulier Thomas Monneret, sans qui eh bien, cette conférence n'aurait pas non plus pu avoir lieu. Alors en quelques mots, bien, je me présente, je suis historien du droit à la faculté de droit de Strasbourg, et donc je fais également partie de ce laboratoire, le DRESS, donc, qui vous a été précédemment présenté. Alors mes domaines de spécialité ne porte pas uniquement que sur l'Église catholique contemporaine. Je travaille également sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, mais j'ai eu, eh bien, je vous en parlerai pas aujourd'hui du XVIIe et du XVIIIe siècle, j'ai eu la chance eh bien, d'intégrer la commission Sauvé dans ce qu'on appelle eh bien, un post-doctorat pour une durée de 2 ans et demi, au sein d'une équipe que je vais vous présenter. Et c'est donc le travail de cette équipe qui fait aujourd'hui le cadre de cette conférence. Voilà, donc bien avec Thomas Monneret, nous avons décidé d'intituler cette conférence Une histoire des violences sexuelles dans l'Église. Alors, une histoire, effectivement, il y a peut-être plusieurs histoires ou plusieurs manières de raconter l'histoire des violences sexuelles dans l'Église. La plus connue est sans guère de doute l'histoire des scandales et des révélations qui se succèdent dans l'Église catholique. À compter des années 80 et puis de manière plus importante à compter des années 2000. J'en ferai très rapidement une présentation, car c'est cette succession de scandales qui en fait mène à la jeunesse de la commission Sauvé dont j'ai fait partie. Alors les scandales, vous le savez pour certains d'entre vous, eh bien, débutent aux États-Unis, principalement au lendemain de l'enquête menée par des journalistes, et plus précisément le journal le Boston Globe, qui a donné lieu à un film, Spotlight, qui a été récompensé par de nombreux Oscars.
Les journalistes identifient à eux seuls plusieurs milliers de victimes dans le diocèse de Boston, et pose déjà la question eh bien, d'un problème peut-être de nature systémique, on pourra en reparler ensemble, au sein de l'Église catholique. Je ne reviens pas dessus, ces choses-là sont déjà connues. Le phénomène dépasse ensuite les frontières des États-Unis, il atteint l'Irlande, le Chili, l'Autriche ou encore les Pays-Bas. Et puis un peu plus tardivement, peut-être en France, avec vraisemblablement un petit décalage, eh bien, les premiers grands scandales surviennent à compter de l'année 2000, en particulier l'année 2000, qui correspond à l'année de condamnation d'un évêque, Monseigneur Piquant, l'évêque de Bayeux, pour non-dénonciation d'un de ses prêtres. Monseigneur Piquant est condamné à 3 mois de prison et eh bien, l'affaire fait grand bruit, en particulier dans l'épiscopat, qui se rend compte eh bien, que leur propre responsabilité pénale peut être engagée. Mais au-delà de l'affaire Piquant, dorénavant un peu vieille, eh bien entendu, le scandale qui fait bouger les choses en France et dans l'Église de France, eh bien, c'est l'affaire Prénat. À nouveau, l'affaire est connue et je ne reviens pas davantage sur les faits. L'affaire Prénat, en réalité, assez rapidement devient l'affaire du cardinal Barbarin, qui lui-même est condamné pour non-dénonciation en première instance avant d'être relaxé par la Cour d'appel de Lyon. À compter de ce moment, ce qu'il est peut-être plus intéressant de souligner au-delà des faits, c'est que eh bien, l'Église catholique entre dans un processus, une double crise d'une certaine manière, une crise tout d'abord médiatique qui très rapidement en réalité eh bien, atteint des sphères qui sont davantage politiques. Chaque nouvelle dénonciation entraîne un traitement médiatique important qui conduit lui-même à de nouvelles dénonciations. On est, si vous me permettez l'expression, face à un espèce d'effet boule de neige que eh bien, l'Église de France souhaite interrompre. Cet effet boule de neige, eh bien, c'est la principale raison pour laquelle les évêques de France décident de monter une commission, la SIAZ ou Commission Sauvée. Alors elle a plusieurs noms. En général, on parle de Commission Sauvée du nom du président. Je parlerai dans cette conférence de SIAZ ou de Commission Sauvée de manière sans que cela suppose une quelconque nuance. Et donc cette histoire des révélations, eh bien, elle est également celle de la genèse de la commission, qui est pensée comme un moyen pour sortir de cette crise donc, que traversent les évêques. Alors, j'en viens maintenant un peu plus précisément à l'objet de ma conférence. Au moment de sa mise en place, eh bien, la commission annonce vouloir mener un travail historique important. La commission ambitionne, je reprends les termes de la commission, elle ambitionne de faire la lumière et de mieux comprendre le phénomène à l'aide des sciences historiques. Alors, au-delà de la méthode qui est évoquée, elle annonce également vouloir travailler sur un temps long, en remontant jusqu'à l'année 1950, soit eh bien, une période d'études de 70 années. Donc un projet vaste, un projet d'études historiques en tout cas. Et pour réaliser cette étude, eh bien, la commission décide de constituer une équipe de 4 personnes. C'est cette équipe que j'ai eu la chance d'intégrer en tant qu'historien du droit, composée de collègues qui ont tous contribué au numéro de la revue que vous voyez à l'écran, qui est disponible ici aujourd'hui et que nous vous présentons donc aujourd'hui. Je me permets de citer mes collègues, le travail ce que je vous présente aujourd'hui est un travail collectif et pas un travail individuel. Paul Herriot, spécialiste de l'histoire de l'Église contemporaine, Anne Lancien, docteur en sciences politiques et spécialiste du fait religieux, et enfin Philippe Portier, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et qui a dirigé donc notre équipe. Alors, dans le cadre de cette conférence, j'ai choisi de la scinder en 2 temps. Dans un premier temps, c'est un travail de 2 ans et demi, hein, un travail long de 4 personnes. Dans un premier temps, eh bien, je vous présenterai rapidement les instruments qui ont été utilisés pour mener à bien cette enquête et les méthodes qui ont été choisies. Et puis, dans un second temps, ensuite, eh bien, je vous présenterai les résultats dont on pourra débattre ensemble, bien entendu, si vous le souhaitez. Alors, tout d'abord, sur les instruments, le matériel scientifique mobilisé, en réalité, qui eh bien, est un objet de débat en tant que tel, nous, en sciences historiques. Alors, en 2019, lorsque, du coup, eh bien, l'aventure commence, si je peux l'appeler ainsi, eh bien, nous débutions donc avec assez peu de matériaux. Principalement des articles de presse,
que nous collections en ligne ou des articles que eh bien, des collègues journalistes, des journalistes acceptaient de nous adresser. Certains témoignages également qui étaient recueillis auprès de la commission, ces témoignages et ces articles de journaux eh bien, voilà, formaient, disons, notre premier socle de connaissances et de sources sur lesquelles nous pourrions travailler. Rapidement, toutefois, eh bien, il fallait déterminer un terrain d'enquête, c'est-à-dire, en réalité, en tant qu'historien, eh bien, les archives sur lesquelles nous comptions travailler, puisque dès le début, eh bien, nous pensions nous appuyer principalement sur des archives. Alors, ces archives qui ont été utilisées dans le cadre de notre travail, elles sont de plusieurs ordres. Je vais vous les présenter rapidement avant de vous indiquer ce qu'elles contenaient et quelles analyses nous avons pu en tirer. Alors, notre financeur, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, mais nous étions une commission indépendante formée par des universitaires, mais pour autant, eh bien, notre financeur était l'Église de France. Ça pose d'ailleurs des questions sur la nature de notre commission, finalement à mi-chemin entre une recherche privée, ou en tout cas financée par un organisme supposément de droit privé en tout cas, qui fait appel à des universitaires en leur demandant de travailler de manière indépendante. C'est un modèle en tant que tel de recherche qui d'ailleurs tend à se développer également à l'international et dans d'autres domaines que celui que je vous présente aujourd'hui. En tous les cas, notre financeur étant l'Église de France, eh bien, il nous a paru assez naturel de nous tourner en premier lieu vers les archives de l'Église. Alors la plupart des archives de l'Église de France sont conservées directement au sein des diocèses et au sein des congrégations qui ont produit ou eh bien, qui ont reçu les documents. Alors, l'état de ces archives, finalement, nous était relativement inconnu, ou en tout cas la richesse des documents que ces archives pouvaient contenir nous était relativement inconnue. Et donc, il était difficile pour nous de choisir dès le début, dès le départ, les diocèses et les congrégations vers lesquelles nous allions nous tourner, à part si nous souhaitions uniquement choisir les plus grosses congrégations et les plus gros diocèses, mais nous souhaitions prendre le temps, car la détermination voilà, du terrain d'enquête était un point que nous trouvions essentiel et qui est d'ailleurs essentiel. Et donc, afin de mieux connaître l'état des archives, eh bien, nous avons adressé un questionnaire à l'ensemble des diocèses de France, 104 diocèses, donc les 104 ont reçu un questionnaire, et à l'ensemble des congrégations également installées en France. Elles sont bien plus nombreuses. C'était également un travail de savoir les référencer et de trouver un interlocuteur, l'interlocuteur n'étant pas toujours facile à trouver dans certaines congrégations. Et donc nous leur avons adressé un questionnaire. Alors c'est une méthode qui est assez connue et même pour ainsi dire commune chez les sociologues, chez les politistes. Elle est nettement plus rarement rencontrée chez les historiens du droit. C'est pour ma part la première fois que j'avais accès que j'utilisais un tel instrument de recherche, et je dois dire eh bien, que cette méthode, elle a porté ses fruits. Alors voici la première page de ce questionnaire que nous avons adressé, donc je le répète, à tous les évêques et aux congrégations. Ce questionnaire qui comportait en réalité 20 questions, je ne vous montre ici que les 4 premières. Il visait ce questionnaire à réaliser une première photographie de la situation. Les diocèses et les congrégations étaient invités à faire appel à leur mémoire, mais également à consulter eux-mêmes leurs propres archives. Un délai leur était laissé, un délai entre 6 mois et 1 an. Ce travail a été fait assez rapidement. Et à procéder à un décompte de plusieurs choses, un décompte des prêtres impliqués, mais également eh bien, un décompte des prêtres, un décompte des victimes, préciser également eh bien, les fonctions que ces prêtres exerçaient au moment de la commission de l'acte, leur âge, toute une série de critères qui eh bien, devaient nous permettre, voilà, cette première cartographie, et déjà de constituer en fait en réalité une première base de données qui eh bien, devait nous servir à mener une étude qu'on peut qualifier de quantitative, ou en tout cas une approche quantitative. Au-delà de cela, eh bien, l'objectif était double. L'idée était de réussir à dresser un profil des prêtres abuseurs,
tout en historicisant les données, c'est-à-dire en cherchant à montrer éventuellement eh bien, une évolution de ces profils. Le prêtre de 1950 ressemble-t-il à celui de 60, de 70 Quelles sont les évolutions? Et bien entendu, et on y reviendra dans le cadre de la présentation des résultats, comment expliquer ces évolutions. Donc un premier point, c'était le profil de ces prêtres abuseurs, et puis un second, en réalité, c'était également une commande presque de la commission. Le second point était de chercher à expliquer les politiques de gestion de l'Église. Comment est-ce que l'Église, confrontée à ces cas, a réagi? Quel instrument a-t-elle mis en place pour chercher à pallier à ces difficultés? Est-ce que l'omerta, finalement, est l'unique politique qui a été mise en place? Et à nouveau, bien entendu, chercher à historiciser ces données. Est-ce que les politiques de l'Église évoluent entre les années 50 et 2020? Comment et pourquoi? Alors, au total, cette entreprise fut un grand succès. 254 congrégations acceptèrent acceptèrent de répondre à notre questionnaire, et tous les diocèses acceptèrent également de répondre, à l'exception de celui de Montauban qui ne souhaitait pas procéder à l'étude. Et le diocèse d'Auch également a répondu, mais en nous indiquant 0 partout, ce qui montrait bien son désir également de ne pas participer à l'étude. Mais à part ces deux diocèses, eh bien, tout le monde répondait, manifestement en ayant procédé à des fouilles d'archives. Et même les milieux traditionalistes, ou considérés comme plus traditionalistes, je pense en particulier à la fraternité Saint-Pie-X, dont nous n'attendions pas nécessairement de réponse, eh bien, nous a répondu. Les communautés nouvelles également, j'en reparlerai dans le cadre de la présentation des résultats. Je pense aux frères de Saint-Jean, aux béatitudes. Les communautés nouvelles, dans l'ensemble, eh bien, nous ont toutes répondu. Donc ce premier questionnaire, en réalité, nous permettait déjà, je pense, de procéder à une étude quantitative intéressante. Toutefois, bien entendu, nous souhaitions tout d'abord vérifier, bien entendu, les informations qui nous avaient été transmises, et puis procéder nous-mêmes à notre travail de dépouillement d'archives. L'historien est dans les archives, au contact des archives, il les étudie lui-même, puis il en tire lui-même ses propres conclusions. Il était, bien entendu, il n'était pas entendable de ne pas nous déplacer dans les archives. Mais ce questionnaire nous a permis en réalité également de choisir eh bien, les différents sites que nous pensions explorer. Voici la liste des sites dont nous avons exploré les archives. À gauche, les diocèses, à droite, les congrégations, associations de fidèles, instituts de vie. L'appellation exacte de ces ensembles, je me permettrai de parler de congrégations, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas par esprit de simplification. Alors cette liste, vous l'imaginez bien, intègre les diocèses et les congrégations qui nous indiquaient eh bien, le plus grand nombre d'abuseurs. Sans surprise, il s'agissait notamment des diocèses les plus peuplés, je pense au diocèse de Paris, au diocèse de Lyon, qui figuraient bien entendu dans les diocèses les plus touchés par le phénomène. Pour les congrégations, on pense aux jésuites, la Compagnie de Jésus, entre guillemets, les mastodontes de l'Église catholique eh bien, étaient présents. Mais d'autres congrégations ou d'autres diocèses moins attendus ont pu également être identifiés grâce au questionnaire. Je pense à Besançon, à Rouen, à Vannes, qui furent visités en raison eh bien, du nombre important d'abuseurs qui avaient été déclarés. Alors, ce simple critère du nombre d'abuseurs déclarés nous paraissait relativement insatisfaisant. Nous avons souhaité le compléter, puisque l'étude eh bien, souhaitait également prendre la mesure de eh bien, la diversité du monde catholique français. Et en conséquence, eh bien, des archives qui ne déclaraient pas pour autant tant d'abuseurs que cela eh bien, ont été choisies. Je pense à des diocèses dits ruraux, à des diocèses de montagne. Je pense par exemple au diocèse de Grenoble qui a été exploré. Ou alors des diocèses ou des congrégations eh bien, confrontées à des politiques épiscopales particulières. Je pense par exemple au diocèse aux armées qui nous était important d'aller voir. Concernant les congrégations, à nouveau, je l'ai déjà évoqué, mais les congrégations révèlent des orientations eh bien,
particulières, des traditionalistes, des communautés nouvelles, mais également des congrégations enseignantes, des instituts issus de ce qu'on appelle, et ce qu'on a appelé, et ce qu'on appelle encore, même si le mouvement est moins important, des prêtres ouvriers, je pense à l'Institut du Prado, eh bien, nous avions le souhait de donc visiter une ou au moins deux congrégations de chacun de ces grands ensembles. Au total, donc, 32 archives de diocèse, 14 de deux congrégations, et notamment, bien entendu, les sites les plus importants, ce qui nous paraissait eh bien, assez représentatif pour mener une étude qui, à l'évidence, avait une envergure nationale. Vous le voyez bien, je ne vous l'ai pas dit au début, mais cette étude a une envergure nationale et non pas simplement délimitée à un territoire. Alors, ces documents, et je passe un peu de temps sur les archives de l'Église pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces documents se sont révélés particulièrement riches, bien plus riches que ce que personnellement j'aurais pu attendre. Nous craignons une carence de documents, des destructions ou peut-être des documents d'une fiabilité parfois discutable. Au total, eh bien, les documents sont riches, assurément, dans les archives de l'Église. Ils sont d'autant plus riches que eh bien, ce sont des documents qui ne sont pas accessibles et que nous avons pu consulter grâce eh bien, à ce label Commission Sauvée qui nous a permis d'accéder au site. Alors, je reviendrai ensuite sur ce que contenaient plus précisément ces documents. Beaucoup de correspondances, des correspondances de l'évêque notamment, de l'évêque avec ses prêtres, ou d'évêques entre évêques de différents diocèses, d'évêques également avec des parents de victimes qui eh bien, expliquent à l'évêque avoir connaissance d'une situation, mais également, et on en reparlera également, des correspondances entre des évêques et des institutions publiques, des services de police, des services de justice, qui nous permettent eh bien, de voir également les liens au-delà du monde catholique, les liens qui se tissent avec la société plus strictement civile. Voilà, et je m'arrêterai là pour la présentation des archives de l'Église. Un autre fonds que je me permets de vous présenter en quelques mots, il peut intéresser peut-être certains d'entre vous qui projettent de travailler dessus, ce sont eh bien, les fonds judiciaires. Les fonds judiciaires nous ont paru intéressants à dépouiller pour plusieurs raisons, en particulier celui de la vérité judiciaire, ce qu'on appelle la vérité judiciaire. C'est un avantage de la part de ces archives, pour ces archives par rapport aux archives de l'Église, ou en tout cas que nous supposions. En effet, en présence d'une condamnation, eh bien, l'archive et l'archive judiciaire est censée être davantage fiable que la simple correspondance d'un évêque avec un prêtre. De plus, les documents judiciaires, au-delà de cet aspect, les documents judiciaires eh bien, apportent des renseignements que les archives de l'Église laissent sous silence. Ils font intervenir des spécialistes d'un autre monde, le monde du droit, le monde de la justice, des experts également du monde médical. Les archives judiciaires qui comportaient des expertises psychiatriques ou des expertises psychologiques nous ont par exemple été particulièrement profitables pour comprendre le profil de ces prêtres, leur parcours. Et cela, toutes ces informations, eh bien, nous ne les avions pas, ou en tout cas trop peu, dans les archives de l'Église. Alors, de manière un peu surprenante toutefois, je le dis d'autant plus que je suis historien du droit, les archives, les recherches dans les archives judiciaires se sont révélées particulièrement difficiles, beaucoup plus difficiles que ce que je pensais initialement. Archives riches donc, mais difficiles d'accès. Les bases de données, aujourd'hui les services de police et les services de justice bénéficient de bases de données. Les bases de données en réalité sont récentes et surtout elles ne permettent pas d'aller chercher des informations avant les années 80, voire même 90 et même parfois 2000. Ces bases de données sont souvent remplies de manière assez aléatoire d'un parquet à un autre en fonction des services de greffe, en fonction du travail souvent des juridictions, en fonction de leur état de submersion. Et surtout, ces bases de données eh bien, ne permettent pas de questionner la profession du condamné. Moi qui pensais arriver et pouvoir, en tapant prêtre, sortir toutes les condamnations des prêtres au ministère de la Justice, aux services centraux, on m'a expliqué que ce n'est pas du tout possible. Donc en réalité, eh bien, pour avoir accès à des condamnations judiciaires, et si,
tout cas contemporaine, si jamais vous souhaitez vous lancer dans cette entreprise, eh bien, il vous faudra vous munir de 3 informations. La première, c'est le nom de l'auteur, puisqu'il faudra donner le nom de l'auteur au service du parquet. Ensuite, eh bien, la date de condamnation et dans l'hypothèse où le tribunal eh bien, serait un gros tribunal, je pense par exemple à Paris, il vous faudra également donner le nom de la chambre pardon, qui a été impliquée dans le jugement. Autant dire que eh bien, les archives judiciaires ne pouvaient pas pour nous constituer une porte d'entrée. Dans tous les cas, ces archives judiciaires ne pouvaient qu'arriver, si je peux me permettre, en seconde main, une fois que nous arrivions dans les archives de l'Église ou ailleurs à récolter ces informations pour ensuite questionner les services de justice. Voilà, au-delà de ça, et je rentre à nouveau pas dans les détails, mais c'est très intéressant. On est confronté, voilà, de fait à une réalité de terrain qu'on n'appréhendait pas forcément. Au-delà de ça, il y a une lenteur des services administratifs qui est réelle. Voilà, il y a un temps de communication des documents qui dépasse, qui va bien au-delà de la communication des archives de l'Église, où parfois un seul coup de fil avec l'évêque eh bien, suffit à accéder à des dossiers. Voilà, je voulais vous présenter uniquement ces 2 types de sources parce que je crois que ce sont eh bien, les plus intéressantes. Sachez que nous avons fait appel également à d'autres sources, je me permets simplement de les citer. À nouveau, à la fin de la conférence, je suis à votre disposition pour vous en dire davantage. Les archives centrales de l'Église eh bien, ont été d'un intérêt particulier également. Les archives centrales de l'Église eh bien, sont relatives aux documents qui sont produits par l'Église de France, dans le cadre eh bien, de sa politique nationale. Elles sont basées à Issy-les-Moulineaux et nous avons donc eh bien, dépouillé ces fonds. À nouveau, c'est une autre dimension qui s'ouvrait à nous, l'existence peut-être, on le verra ensemble, d'une politique nationale, ou est-ce que la politique reste centrée au niveau des diocèses dans la gestion des abuseurs? Elle relève du national, on le verra ensemble. Et puis des témoignages, hein, je ne reviens pas là-dessus, la commission Sauvé a recueilli près de 1300 témoignages oraux qui eh bien, ont fait l'objet ensuite d'une transcription. Et donc ces 1300 témoignages, eh bien, nous avons pu avoir accès pour eh bien, extraire à nouveau des informations et alimenter notre recherche. C'est-à-dire que lorsque nous avions un nom qui revenait dans des témoignages, lorsque nous nous déplacions dans les archives, eh bien, automatiquement nous sollicitions la communication du dossier du prêtre en question. Donc en fait, toutes les sources s'alimentaient les unes avec les autres. Voilà, des auditions de prêtres aussi abuseurs. Nous sommes allés auditionner des prêtres abuseurs. J'arrête là pour les sources, sinon je n'aurai plus guère de temps pour vous présenter les résultats qui sont peut-être ce qui vous intéresse davantage, un point qui vous intéresse davantage. Alors dans le cadre de cette conférence qui donc ne dure qu'1 heure, je me propose de vous présenter 2 types de résultats particuliers, les deux grandes commandes que la commission nous avait dressées, sur lesquelles on avait sollicité une double commande. Je vous ai présenté cela en début de conférence, identifier un profil de prêtre abuseur et revenir sur eh bien, l'évolution des politiques de l'Église. Je vais donc vous présenter les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de ces deux aspects. Alors concernant les auteurs, donc au total, grâce à toutes ces sources, grâce à la consultation de l'ensemble de ces sources, eh bien, nous bénéficions concrètement d'une base de données, un tableau Excel, si vous voulez, vous pouvez vous le représenter ainsi, c'est à ça que ça ressemblait, avec 1789 entrées, 1789 prêtres référencés, que nous considérions comme ayant fait l'objet d'une dénonciation crédible ou alors d'une condamnation. Et au total, eh bien, cette liste apportait différents renseignements. Dans les archives, et notamment dans les archives diocésaines, eh bien, l'origine du prêtre ou son diocèse de rattachement est très souvent précisée. Et ce diocèse de rattachement nous permettait d'espérer dresser une cartographie des prêtres abuseurs afin éventuellement de questionner l'existence d'un territoire peut-être surreprésenté ou à l'inverse de certains territoires sous-représentés. Alors voici cette carte des diocèses. Alors, est-il possible de tirer des enseignements de cette carte? Je vous avoue que nous avons eu plusieurs réunions de travail sur cette carte, nous n'étions pas toujours d'accord, et donc moi je vais vous proposer une interprétation de cette carte, mais elle peut tout à fait être encore discutée. Tout d'abord, on peut dire que le phénomène semble toucher l'ensemble de la France,
à l'exception du diocèse de Montauban et du diocèse d'Auch dont je vous ai déjà parlé, aucun diocèse n'est entièrement épargné. Mais à l'évidence, certains diocèses semblent plus touchés que d'autres. Alors ce que l'on peut dire, si l'on note le diocèse de Montpellier, avec 34 individus identifiés, ce que l'on peut dire, c'est que manifestement, le sud de la France est relativement épargné par, en tout cas moins que le nord de la France. La présence de Montpellier s'explique en réalité par la très bonne conservation des archives à Montpellier, par la présence d'un archiviste particulier attaché à ces archives, avec qui nous avons bien travaillé, une participation active du personnel. C'est moi qui suis allé fouiller les archives de Montpellier, je suis resté longtemps. Voilà, aussi la réalité du terrain fait que parfois on trouve davantage de situations. Il y a eu une collaboration particulièrement étroite à Montpellier, et j'ai un mot, même s'il n'est pas là, pour l'archiviste de Montpellier aujourd'hui. Mais en réalité, si on regarde, pas de plus près, mais si on propose au contraire un regard peut-être plus lointain, on a parfois l'impression, ou on peut avoir l'impression, que la carte semble dessiner un arc de cercle. Un arc de cercle, est-ce qu'on voit ma flèche? Oui, on voit ma flèche. Ah, c'est très bien, je peux commenter en même temps que... un arc de cercle donc, qui pourrait débuter à Bordeaux, dans le diocèse de Bordeaux, et puis remonter progressivement, remonter vers Nantes, puis la Bretagne, et puis se déplacer vers le nord, avec encore, là, on le voit, des diocèses qui sont fortement concernés: Rouen, Lille, Arras, Cambrai. Je pense à Cambrai qui, malgré sa faible population, figure dans le top 10 des diocèses les plus représentés. Et puis cet arc de cercle, ensuite il tend à verser vers l'est. Il rejoint les terres concordataires, Metz, Strasbourg, bien entendu, le diocèse de Strasbourg avec 66 individus répertoriés. Et puis il emprunte les terres de Besançon jusqu'à rejoindre le diocèse de Lyon. Alors, que penser alors, nous, on a cru y voir un arc de cercle. Que penser de cet arc de cercle? Cet arc de cercle nous semble en partie reprendre la carte dite Boulard, qui mesure la pratique religieuse en France dans les années 50. Vous voyez figurer la carte Boulard à gauche de votre écran, de l'écran que je vous montre. À nouveau, la carte Boulard dessine cet arc de cercle, ou un Y inversé, cela dépend. Le doyen Lebras disait, en commentant cette carte, que le catholicisme résiste assez bien aux frontières, et c'est vraisemblablement le cas. Et à l'inverse, on voit apparaître, pour la carte que nous avons dressée comme pour la carte du chanoine Boulard, une diagonale du vide, diagonale démographique du vide, certes, mais également une diagonale qui correspond à des terres où le catholicisme est peu implanté, en retrait des pays de mission, comme les identifiait le chanoine Boulard. Alors, que peut-on en dire? À tout du moins, ce que l'on peut dire, c'est que les diocèses fortement peuplés, avec un presbytérium nombreux, qui sont également souvent des diocèses riches, aisés, qui bénéficient d'une structure en réalité politique et institutionnelle relativement importante, semblent davantage concernés, ou en tout cas concernés. L'isolement des prêtres dans les campagnes, dans les diocèses ruraux, qui est souvent un argument avancé par l'Église, et donc qui était une hypothèse de travail au début de notre étude, souvent expliqué comme une explication des abus sexuels de la part des prêtres, semble ne pas être un critère valable, ou en tout cas suffisant, à tout du moins suffisant. Alors, bien entendu, il faudrait ramener ces chiffres à une valeur relative. Ces chiffres sont en valeur absolue. L'idée serait de décompter le nombre de prêtres depuis 1950 dans chaque diocèse et de le ramener à une valeur relative. C'est une entreprise particulièrement audacieuse, parce que les prêtres en fait bougent, et l'Église, même dans les ordos, ce qu'on appelle les ordos, il faut reconnaître que les diocèses comptent assez mal leurs prêtres. Ça pourrait être réalisé, mais ça demande un travail complémentaire important. Voilà pour les diocèses, et je suis à votre disposition après pour remontrer cette carte et pour échanger, si vous le souhaitez, on a d'autres hypothèses de travail, pour échanger autour de cette carte. Qu'en est-il des congrégations? Alors, à l'inverse du clergé qu'on dit séculier,
la répartition des clercs originaires d'instituts, de sociétés de vie, de congrégations, si vous me permettez cette expression plus vaste, ne présente pas d'intérêt majeur. Cette répartition spatiale n'a pas d'intérêt majeur. Le plus fréquemment, les membres de ces institutions sont dispatchés sur l'ensemble du territoire et la localisation de la maison mère ne renseigne pas nécessairement sur la commission des violences. Alors, en fonction de leur congrégation, toutefois, nous l'avons dit précédemment, les prêtres présentent une identité catholique, voire un mode de gouvernance particulier. L'étude des abuseurs par type de congrégation, du coup, interroge l'existence de deux structures ecclésiales ou d'idéologies qui pourraient plus spécifiquement être concernées par les agressions sexuelles. C'est donc une autre perspective qui dépasse la perspective strictement spatiale. Alors, ce que l'on voit en quelques mots, les données montrent la prépondérance des congrégations enseignantes. Ces congrégations ont pour vocation l'enseignement, en particulier dans ce que l'on appelle les petits séminaires. On le voit, les frères des écoles chrétiennes, figurant en première place avec 70 individus identifiés, les FEC, les frères des écoles chrétiennes, les frères maristes, les frères de l'instruction chrétienne de Pleurmel, les frères de Saint-Gabriel, à eux tous, ces congrégations enseignantes concentrent 32% de l'ensemble des abus que nous avons identifiés. Si on y ajoute la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire les jésuites, on atteint une proportion de 46%, en réalité, les archives montrent que la majorité des abus commis chez les jésuites ont été réalisés dans le cadre de leur mission d'enseignement. Donc ce serait assez logique de les intégrer. Donc finalement, 46%. C'est assurément l'enseignement principal, je crois, de ce tableau. A l'inverse, les ordres mendiants, historiquement connus, je pense aux franciscains, aux bénédictins par exemple, sont nettement moins concernés. Ces ordres, toutefois, présentent une particularité. Au sein de ces ordres, dans les archives consultées, la victime n'est presque jamais mineure. Elle présente souvent un profil particulier, c'est souvent, presque exclusivement même, un majeur, un moine, un postulant, un laïc proche de l'ordre, dans une situation de vulnérabilité, excusez-moi. Et donc, en réalité, l'étude de ces congrégations montre une autre facette de ces abus sexuels. La proportion des abus commis dans ce que l'on désigne comme étant des communautés nouvelles, je vous en ai dit quelques mots précédemment, n'est pas négligeable. Ces communautés nouvelles, vous le savez, sont nées après 1970 d'un souhait de s'opposer aux aspirations libérales prises par le Vatican. Elles prônent un mouvement qualifié de renouveau charismatique, dont les dérives sont particulièrement pointées du doigt par certains organismes de surveillance des mouvements sectaires. Je ne rentrerai pas plus en avant dans ce sujet. Les frères de Saint-Jean, en tout cas pour reprendre mon tableau, sont bien représentés en 3e position, alors que l'institution ne naît qu'en 1975. Je n'ai donc eu accès, il me manque 25 années d'archives par rapport aux autres congrégations. Alors, ce qu'il est intéressant de faire, je crois, c'est d'historiciser ces données. L'historicisation des données confirme l'importance des communautés nouvelles, en particulier dans les périodes plus actuelles. Depuis une trentaine d'années, la part d'abus dans ces communautés est devenue plus importante que la part commise dans l'ensemble des congrégations. Depuis 2010, vous le voyez, elle concerne 60% du total des abus. Comment l'expliquer? Plusieurs pistes. Tout d'abord, les communautés nouvelles résistent mieux à la crise des vocations. Leur rang, même s'il tend à diminuer, faiblit moins que dans d'autres congrégations. La crise des vocations peut-être est moins présente. À nouveau, l'argument du nombre, qu'il faut toujours prendre en compte, je crois, dans ces chiffres qui sont absolus. On peut dire également que les communautés nouvelles bénéficient de l'effondrement des congrégations enseignantes, puisque ces congrégations se retirent des écoles, alors qu'elles représentaient la part la plus importante des abus. Ce qui est intéressant de voir, je crois, lorsqu'on étudie ces communautés nouvelles, c'est que le type d'abus commis, un peu comme pour les ordres mendiants, les types d'abus commis dans ces communautés sont particuliers. On relève notamment des filiations entre les différents abus. Je m'explique autrement, des filiations, c'est-à-dire des infractions de type similaire qui sont répétées par différents individus au sein d'une même communauté
Et ces différents individus semblent former ce qu'on a appelé une grappe de pédophilie au sein de communautés donc nommément désignées. Cette forme de filiation paraît avoir pour origine les maîtres et fondateurs de ces communautés qui ont souvent été directement auteurs d'infractions sexuelles. Leur mécanisme, le mécanisme donc de ces fondateurs, semble avoir alors été reproduit par d'autres prêtres et reproduit également accompagné d'une justification, d'une forme de justification théologique de l'abus. Et cela ne se rencontre pas dans le cadre des autres sites que nous visitions. Cette justification, en réalité, est un discours, un argumentaire, si vous préférez, du prêtre abuseur vis-à-vis de sa victime. Dans ces cas, la relation charnelle est perçue comme un moyen d'accéder aux voies du Seigneur. Je cite par exemple le discours d'un prêtre de Besançon, une archive plus exactement, d'un prêtre de Besançon qui expliquait à sa victime, je cite, comme on ne peut pas faire du cœur à cœur avec Jésus, on fait du bouche à bouche avec le prêtre. Voilà, l'idée est assez claire. Et ce type de justification se retrouve dans plusieurs communautés, voilà, au point que notre équipe a essayé de retracer en fait, les origines et les convergences entre ces différentes communautés qui en partie se retrouvent autour des frères de Saint-Jean et des dominicains. Faut que j'aille un peu plus vite, je vous prie de m'excuser. Autre question auxquelles nos données pouvaient répondre, ces 1789 données, les prêtres abuseurs exerçaient-ils des fonctions particulières ? Les prêtres peuvent, vous le savez, occuper des fonctions très différentes. Dans les paroisses, les curés et leurs assistants, les vicaires, s'occupent du peuple de Dieu, ils vivent au plus près des familles, ils s'occupent des sacrements. Au sein de l'évêché, les postes sont davantage administratifs. On pense à l'économe, au bibliothécaire, voire à l'archiviste, qui est souvent également un prêtre. Et puis également, bien entendu, il y a les postes à responsabilité au sein des diocèses, archevêques, évêques, chanceliers, tout type de responsabilité. Et enfin, bien entendu, les fonctions d'enseignement. Alors, concernant les fonctions des prêtres, je pense qu'on voit, oui on voit, j'avais peur que ce soit trop petit, cet écran est assez grand. L'étude des fonctions occupées par les abuseurs confirme nos précédentes données sur les congrégations enseignantes. C'est assez bien pour nous quand nos données coïncident. Dans un quart des cas, les abus sont perpétrés par des prêtres enseignants. Très bien, je n'en dis pas davantage. Au-delà de ce constat déjà dressé, on relève l'importance des abus commis au sein des paroisses, puisque 29% de curés ont été identifiés et 13% de vicaires, soit un total en réalité de 42% du total des abuseurs recensés. Cette statistique, qui peut être débattue, mais elle tend pour nous à montrer que ce sont principalement les personnes, en tout cas au contact d'enfants, qui commettent des abus. Cela peut-être est assez logique. Mais au-delà de ça, ce constat semble également entrer en concordance avec les études actuelles et récentes, signifiant que l'abus est souvent de circonstances, d'opportunités, davantage que l'objet d'une réflexion. Voilà. Opportunité, paroisse, voilà. Ce qu'il est intéressant à nouveau de dire, je crois, c'est d'historiciser ces données. L'évolution de la fonction des prêtres abuseurs s'inscrit vraisemblablement en conformité avec l'histoire du catholicisme. À nouveau, on le voit, l'histoire du catholicisme, c'est également l'histoire des prêtres enseignants qui se retirent des écoles. Et on le voit progressivement, en réalité, cette proportion diminue. Les prêtres exerçant des fonctions paroissiales, prenant très largement le devant jusqu'à occuper, dans les années actuelles, jusqu'à constituer plus de 80% des abus perpétrés. Autre enseignement, peut-être au-delà des fonctions, voilà, à nouveau, on pourra remettre ces images si vous le souhaitez, et puis commenter d'autres fonctions si vous le souhaitez. Au-delà des fonctions, nous souhaitions également interroger l'âge des abuseurs, je l'ai dit en ouverture. L'âge des prêtres accusés ou condamnés apporte quelques enseignements, puisque vous le voyez, dans les années 50 ou 60, au début de notre étude, un certain nombre d'abuseurs sortent finalement à peine du séminaire. Ils ont en moyenne 38 ans.
soit 20 ans de moins qu'actuellement. La moyenne étant actuellement à 58 ans. Progressivement, donc, l'âge moyen de l'abuseur tend à reculer. Et de plus en plus, eh bien, les archives rendent compte de prêtres qui souffrent de sénilité au moment de leur passage à l'acte. Et donc également, eh bien, le cadre de l'abus est modifié. En réalité, l'abus de 1950, du coup, n'est pas le même que eh bien, celui des années 2020. Alors 58 ans, certes, ce n'est pas l'âge de la sénilité, mais vous imaginez bien que donc on en a un certain nombre dans notre étude qui dépasse les 70 ans. Le tableau pardon, de l'évolution de l'âge des condamnés est encore plus parlant. Alors que le condamné dans les années 50 a moins de 40 ans, il est en moyenne âgé de 87 ans aujourd'hui. Alors comment expliquer tout cela Peut-être de manière peut-être trop simpliste, mais cette évolution, pour nous, semble s'expliquer très largement par le vieillissement du corps clérical au cours du XXe siècle. Les candidats au sacerdoce se présentent de plus en plus tardivement au grand séminaire, et surtout, ils partent de plus en plus tard, ils peinent à trouver des remplaçants. Et en France, eh bien, le prêtre actuellement appartient bien souvent au quatrième âge. Et en réalité, l'augmentation de l'âge des clercs condamnés pourrait simplement refléter la mutation sociale du clergé dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors, cette seule explication, peut-être trop évidente, n'est sûrement pas la seule. D'autres éléments peuvent entrer en ligne de compte, en tout cas nous le pensons. Et en particulier la qualité de la formation des prêtres, l'encadrement des jeunes séminaristes également, qui eh bien, tend à s'améliorer au cours des années. Dans les séminaires, la question de la sexualité n'est pas du tout évoquée dans les années 50, alors qu'elle constitue aujourd'hui, sans être un pilier de l'enseignement du prêtre, mais elle constitue tout de même eh bien une thématique de plus en plus débattue au sein des séminaires, ou au moins eh bien dans les relations interpersonnelles entre les prêtres. Voilà, d'autres critères également ont été dégagés, mais je me permettrai de passer là. En tout cas, voilà, notre étude, je crois, offre la possibilité de cerner peut-être un peu mieux la figure donc, de ces prêtres et leur évolution au cours de la seconde moitié du XXe, peut-être davantage que ce que permettait de faire la simple consultation des articles de journaux qui constituaient, eh bien, avant la constitution de la commission Sauvé, eh bien, la principale source de renseignements. Et je passe, si vous le voulez bien, au second point de mon intervention sur la présentation des résultats, c'est-à-dire la gestion par l'Église eh bien, des prêtres abuseurs. Alors sur ce point, sur la gestion, donc c'est une question éminemment plus politique, peut-être un peu moins sociologique et plus politique. Première partie peut-être plus sociologique, seconde un peu plus politique. Sur ce point, en fait notre étude est socio-historique, je crois. Sur ce point, eh bien, il faut tout d'abord dire que certains éléments identifiés par les médias sont en partie confirmés. Ils constituaient des hypothèses de départ et qui ont en partie été confirmées par la consultation des archives. Alors, concernant le plus évident, le plus fréquemment souligné, c'est-à-dire la politique du silence ou l'omerta, comme vous le préférez, eh bien, les archives confirment absolument que l'Église ne dénonce jamais l'un de ses prêtres jusque dans les années les plus récentes. Pour m'être personnellement déplacé dans les archives, je n'ai jamais vu une archive datant d'avant les années 2000, où eh bien, un évêque dénonçait à un procureur ou au service de police l'un de ses prêtres. Jamais, je n'ai pas vu une seule. Alors pour illustrer ces archives, ou pour illustrer ce propos de manière plus générale, je vais vous montrer un peu plus d'archives dans la seconde partie de la présentation, c'est peut-être un peu plus dynamique. Voici une lettre du 8 septembre 2001, adressée par le Vatican à un évêque français, qui je crois illustre bien la mentalité de l'Église de France jusque donc on est au XXIe siècle, c'est pas une archive des années 50. Alors cette lettre en réalité est une réponse du Vatican à un évêque. Elle est peut-être connue de certains d'entre vous, puisque le site Goliath qui a réussi à mettre la main sur cette lettre l'a publiée intégralement, donc on peut
Voilà, je l'ai anonymisée, mais je crois qu'on peut en parler assez librement à compter du moment où elle est dans les journaux et sur la toile. Cette lettre donc est une réponse du Vatican à un évêque. Préalablement donc, eh bien l'évêque avait indiqué au Vatican qu'il refusait de dénoncer l'un de ses prêtres pédophiles à la justice. Et dans ce courrier, donc, le Vatican lui répond. Je me suis permis de souligner les passages peut-être les plus intéressants, mais en réalité, toute la lettre, je crois, est assez intéressante. Je tiens ce PowerPoint à votre disposition, hein, si vous le voulez, je peux vous le donner. Donc j'ai souligné par exemple les phrases suivantes. Alors le Vatican écrit par la plume du cardinal Castrillon Hoyos, donc le cardinal Castrillon Hoyos écrit, je cite: je vous félicite de ne pas avoir dénoncé un prêtre à l'administration civile. Vous avez bien agi. Et puis un peu plus loin, je me réjouis que vous préfériez la prison que la délation. Voilà, c'est ainsi qu'il poursuit. Et les raisons du cardinal sont ensuite expliquées. Tout d'abord, le lien entre l'évêque et son prêtre, qui est présenté comme étant sacré. Le lien est fort, sacramentel. Il comporte une forme de sacré qui s'associe mal en réalité avec la justice des hommes. De plus, l'évêque entretient, on le voit à la lecture de cette lettre, c'est un exemple, hein, mais c'est des éléments que je retrouve dans plusieurs archives. L'évêque entretient un lien de filiation avec ses prêtres. Comme le souligne le Vatican, je cite à nouveau la lettre, il est reconnu aux proches donc des familles, la possibilité de ne pas témoigner à charge d'un parent direct. Pourquoi un évêque donc devrait-il témoigner contre son fils prêtre? Voilà, cette position du Vatican explique en grande partie la question de l'omerta dans l'Église, qui en réalité se considère, selon une expression couramment rencontrée, on parle de société parfaite, elle se considère comme une société parfaite et elle se considère comme apte en réalité à régler la question des abus sexuels en son sein. Et elle va continuer à utiliser des moyens en interne, et des moyens qu'elle connaît bien et que nous avons identifiés avec notre équipe. Alors un des premiers moyens utilisés, c'est celui des règlements amiables, des médiations, si vous préférez, des transactions, qui sont des instruments historiquement privilégiés par l'Église et que l'Église va tout à fait mettre en œuvre dans le cadre de cette question des abus sexuels. Alors, deux avantages pour l'Église. Le premier avantage, c'est la confidentialité, qui est un élément important, historiquement important pour l'Église. Et puis, le second avantage également, c'est celui de restaurer la paix. Restaurer la paix entre les parties et peut-être d'une meilleure manière que la manière judiciaire, celle d'une condamnation qui parfois est particulièrement douloureuse. Parfois, elle ne répond aux intérêts de personne, ni de la victime, ni de l'auteur. Alors, un exemple de médiation, à nouveau, je vous montre je vous montre des documents du Vatican, mais qui s'adressent à des évêques français. C'est aussi pour vous dire que cette dimension, elle présente une dimension internationale. Ce courrier donc un second courrier du Vatican, ce courrier du Vatican est la conséquence d'un signalement effectué par un évêque français à Rome en 2012. Je vous montre également volontairement des archives récentes pour vous montrer que le problème également est d'actualité. Il ne se cantonne pas aux années 50 ou 60. Les évêques, en principe, doivent signaler au pape toute information crédible relative à un abus sexuel, puis attendre les instructions de la papauté. Alors, ils ne le font pas toujours, mais de plus en plus, cette procédure se développe jusqu'à devenir aujourd'hui la norme. Dans ce courrier, l'on voit que Rome ordonne la mise en place d'une médiation. L'évêque est présenté comme un arbitre, c'est le terme employé par le courrier, qui tranchera en application de règles de droit le litige qui oppose la victime et l'auteur. Parfois, ces médiations sont accompagnées d'un protocole d'accord, c'est-à-dire d'un contrat, si vous préférez, qui permet de prendre la mesure des indemnisations qui sont versées au profit des victimes. Alors, en réalité, ces indemnisations sont très variables d'un cas à un autre. Les barèmes semblent nettement moins fixés que pour la justice civile ou pénale. Justice civile, j'entends la justice des hommes. Alors dans ce cas précis, l'issue est connue, puisqu'il y avait un protocole. Pour des faits qualifiés de viol, le prêtre s'engage au paiement de la somme de 6 000 € à la victime.
La somme peut toutefois être beaucoup plus importante dans une affaire vraisemblablement moins grave pour des faits d'attouchement commis par un religieux. Eh bien, une transaction conclue en 2009 prévoit le paiement d'une somme s'élevant à 45 000 euros. Voilà, donc, il y a vraisemblablement pas toujours beaucoup de cohérence dans les sommes versées. Voilà, donc je voulais simplement vous présenter cette dimension, celle des règlements amiables, qui est, je crois, assez importante. Au-delà de la question de l'omerta et des règlements amiables, je reviendrai sur un point fréquemment débattu, car fréquemment souligné dans les journaux, c'est celui de la politique de déplacement des prêtres. Alors j'aimerais en dire quelques mots, notamment pour en dire peut-être davantage que ce qui est connu. Notre étude a permis d'identifier près de 1500 décisions qu'on peut qualifier d'administratives, même si le mot est sans guère de doute un peu maladroit, des décisions en réalité prises directement par l'évêque qui souhaite bien sanctionner son prêtre. Entre les années 1950 et 1980, eh bien, vous le voyez à l'écran, les déplacements dont la proportion figure en vert dans ce graphique, représentent entre 30 et 35% des décisions prises par l'évêque qui a connaissance d'un abus sexuel. Ces mutations constituent donc le premier instrument de gestion des abuseurs par l'Église. Leur nombre, et à nouveau, là on voit l'intérêt d'historiciser nos données, je crois en tout cas, leur nombre tend ensuite à diminuer au profit d'un encadrement, voire même d'une politique davantage tournée vers la sanction. On le voit, restriction des activités qui tend à augmenter. C'est, je pense là, restriction des activités en orange, la zone orange, restriction des activités, procédure canonique, voire même dénonciation à justice. Vous le voyez, les dénonciations à justice, là, par couleur rouge, alors je vois pas toujours bien les couleurs, pour moi c'est du rouge sombre, eh bien, tend à augmenter. Alors, sur ces mutations, je voudrais dire que la plupart des mutations on les qualifie d'intra-diocésaines. C'est-à-dire qu'elles se réalisent au sein des diocèses, qui font en principe la taille d'un département, sauf que quelques exceptions près, comme à Strasbourg, où notre diocèse est un double diocèse, puisque c'est le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Mais les mutations donc, se font au sein du diocèse, et puis finalement, ce n'est qu'au bout de plusieurs récidives, ou lorsque l'évêque n'arrive plus à entrer en discussion avec son prêtre, que ce dernier est éjecté et envoyé dans un autre diocèse. Alors je vous parlerai aujourd'hui uniquement des mutations à l'intérieur du diocèse. Ces mutations à l'intérieur du diocèse sont, je crois, intéressantes, car en réalité, elles ne se font pas de manière aléatoire, en tout cas c'est ce que nous pensons. On voit une tendance assez nette à envoyer les abuseurs dans des zones reculées, loin des villes, dans des zones de montagne, loin de l'évêché, loin du pouvoir, si l'on peut s'exprimer ainsi, parfois dans des bassins ouvriers, dans des zones que les historiens du catholicisme ont souvent désignées comme étant eh bien, des Sibéries de diocèse. L'expression est assez parlante. Les archives donc montrent cette tendance. Assez fréquemment, en réalité, le premier abus est commis dans une ville, ce qui est assez logique en raison bien de la concentration des prêtres autour des villes. Et puis, par contre, les récidives, en tout cas les premières récidives, sont ensuite commises dans des zones périphériques des Sibéries de diocèse. Alors, pour l'occasion, et parce que aussi nous sommes à Strasbourg, je me permets de vous montrer la répartition des abus sexuels dans le diocèse de Strasbourg que nous avons identifié entre 1950 et 2020. Et c'est ce que l'on voit, par exemple, nous le croyons en tout cas à Strasbourg. Strasbourg, la ville de Strasbourg figure comme un lieu important d'abus, tout comme la ville de Colmar, tout comme la ville également de Mulhouse. C'est assez normal, la ville de Strasbourg abrite le grand séminaire, plusieurs petits séminaires, de nombreuses congrégations, pas de problème. Mais ensuite, eh bien, deux zones semblent se distinguer. Tout d'abord dans le nord, alors je parlerai immédiatement du nord, cette zone en réalité autour de Lauterbourg, qui est surreprésentée tout simplement en raison de la présence d'un multirécidiviste qui a sévi pendant des années et qui ne s'est jamais arrêté. Donc la question des mutations intra-diocésaines ne rentre pas dans l'analyse de la situation de Lauterbourg, mais par contre, en réalité, eh bien, une succession d'abus sont également identifiés dans le sud de l'Alsace. Je pense aux situations à proximité de Thann, du Vieux Thann, ou encore de Guebwiller.
c'est en priorité vers ces endroits en fait que eh bien, les prêtres ont été déplacés jusque dans les années 2000, dans des zones pourtant où il y a une population qui est assez faible, et pourtant eh bien, le rond de Guebwiller correspond au rond de Strasbourg. Voilà pour ces déplacements intra-diocésains. Je crois que ça, voilà, en tout cas, c'est une donnée qui n'est pas présente dans les études que proposent les journalistes. Outre l'omerta, outre les transactions, outre les déplacements, notre étude a permis d'identifier eh bien, un mécanisme de gestion encore entièrement inconnu. La création par l'Église, eh bien, nous étions assez surpris de découvrir ça, la création par l'Église, pardon, de cliniques de soins psychiatriques ou psychologiques strictement réservées aux prêtres. Plusieurs petites cliniques apparaissent sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, à compter des années 40, ce qui montre plusieurs choses, on va le voir ensemble, ce qui montre déjà que l'Église a conscience du problème, et cela dès les années 40. Elle ne le découvre pas avec les grands seigneurs, avec les grands scandales de Monseigneur Piquant ou des affaires barbares. Alors, voici une carte de ces cliniques, la carte qui figure à gauche. La première clinique est créée à Lyon, elle s'appelle la clinique Notre-Dame-des-Ondes, fondée en 1948. Elle est de taille modeste, mais son fonctionnement eh bien, a inspiré les autres cliniques. Le traitement qui est prodigué à la clinique de Notre-Dame-des-Ondes à Lyon est applaudi par l'ensemble de l'épiscopat. Et assez rapidement, en 1950, une seconde clinique est créée à Gargenville, dans le nord-ouest parisien. Puis ensuite, entre 50 et 67, près de Bayonne, près de Bordeaux également, à Bruges pour être plus précis, dans le Maine-et-Loire, à Jalais, une grosse clinique également qui s'implante, à Privas également, une plus petite clinique pour le coup, et même à Paris, une petite clinique dans le centre-ville de Paris. Alors, un événement marquant survient ensuite, en 1970, vous avez compris, c'est le rond rouge qui figure sur la carte, puisque l'Église de France, pour le coup, là, dans une politique qu'elle mène au niveau national, ce sont donc les archives centrales d'Issy-les-Moulineaux qui nous ont notamment renseigné sur l'existence de cette clinique. L'Église de France souhaite rationaliser et mieux contrôler ces petites cliniques, ces maisons de soins, et elle crée alors eh bien, une clinique d'une taille importante dans le diocèse de Meaux, à Monget, plus exactement, que vous voyez figurer donc à l'écran. Et Monget, à partir de ce moment-là, eh bien, prend le relais de l'ensemble des autres cliniques qui ferment. Alors les archives de Monget que nous avons dépouillées eh bien, montrent qu'entre donc 1970, ouverture de la clinique, et 1985, date de sa fermeture, eh bien, la clinique a accueilli plus de 800 prêtres. C'est donc un nombre assez important, d'autant plus important que les prêtres ne sont pas censés rester plusieurs années. Les responsables de la clinique évaluent la situation en fonction du prêtre, mais eh bien, les séjours, le plus souvent, sont entre 3, 4, 5, 6 mois maximum. Alors, en quelques mots, car ma conférence est presque malheureusement déjà terminée, le processus de soins dans ces cliniques est plus ou moins identique. Il associe une prise en charge médicale dans un premier temps avec des médecins et des psychologues, avec eh bien, une prise en charge spirituelle qui est réalisée par d'autres prêtres, donc une double prise en charge. Cette prise en charge spirituelle est importante, vous pouvez par exemple le constater à la lecture du programme de la journée de la clinique de Gargenville, située dans le nord-ouest parisien. La journée est assurément rythmée par la prière, par le recueillement. En réalité, dans toutes ces cliniques, eh bien, l'objectif est double. Il s'agit certes de soigner le prêtre, mais également eh bien, de lui permettre de se restaurer dans sa foi, dans sa spiritualité, l'objectif final étant eh bien, de le réinsérer, de le réintroduire, afin qu'il puisse retourner à ses fonctions. Voilà, pour terminer, et presque en guise en réalité de conclusion, sauf si Thomas, j'ai encore un peu de temps, j'aurais aimé eh bien, souligner les liens qui également se sont établis, toujours dans le cadre de la gestion de ces prêtres abuseurs, entre eh bien, différentes institutions,
et notamment différents acteurs publics qui ont permis de favoriser cette politique qui est en réalité plurielle. Il y a l'Omerta, mais il y a d'autres politiques de gestion, qui a été soutenue en particulier par certaines institutions publiques. Alors pas que des institutions publiques, de manière générale, l'étude des médias notamment est très intéressante. Les médias, dans les années 50, 60, 70, même jusque dans les années 90, parfois, en tout cas j'ai retrouvé certaines archives où les médias écrivent à l'évêque en leur indiquant avoir été contactés par des paroissiens, avoir une information, mais bien entendu s'engager à ne pas divulguer l'information et à ne pas couvrir l'événement. Et donc on a des échanges de correspondance entre des médias qui aujourd'hui au contraire divulguent peut-être même davantage que ce qu'ils bon, chacun son métier, mais en tout cas qui se permettent très largement de divulguer. Les médias, certes, mais également, et peut-être c'est parce que je suis historien du droit que je voulais vous montrer cette archive, mais également des services de police et également des services de justice. Alors, une seule archive peut-être, à nouveau, qui servira peut-être d'exemple. Une lettre adressée, que je vous montre, une lettre adressée en 1958 par un procureur du sud de la France à son évêque. C'est donc le procureur qui écrit à l'évêque. Il le tient fidèlement informé de faits graves qui lui ont été remontés et en réalité s'engage à enterrer l'affaire. Mon cher ami, la lettre commence ainsi. Alors en général, ça commence assez mal quand le procureur appelle l'évêque mon cher ami. Enfin, en tout cas, disons que moi, en tant qu'historien, je suis tout de suite attentif. Je me permets de vous lire la lettre et on terminera la conférence là-dessus peut-être. Les circonstances, cher ami, les circonstances m'obligent à te suggérer d'envisager immédiatement le changement de ce vicaire. C'est urgent et cette mesure me permettra peut-être d'éviter des poursuites. Malgré la surveillance de son archiprêtre, c'est-à-dire un prêtre chargé de le surveiller, ce vicaire s'est rendu coupable de faits relativement graves à l'égard de fillettes de la paroisse. Il n'y a que des attouchements, mais cela fait tout de même 2 ans que ça dure. Personne n'avait rien dit, mais la police a obtenu tout dernièrement des révélations de la part de certains enfants. Une enquête a eu lieu, je me suis efforcé d'en circonscrire la portée, et je tâcherai d'éviter un scandale dont nous avons si peu besoin. Excuse-moi de ne t'écrire que pour t'assombrir, mais c'est mon devoir de chrétien et d'ami. Suis mon conseil et attendons l'oubli. Je rappelle que cette lettre est celle d'un procureur. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, peut-être que c'est mieux d'en discuter plutôt que de le faire sous le mode de la conférence, mais ces archives ne sont absolument pas rares. Dans ce que j'ai pu consulter, elles se retrouvent dans une grande majorité des diocèses. La magistrature, et en particulier la magistrature d'influence catholique, qui est encore fortement représentée dans les années 50, 60, 70, puis qui tend ensuite à diminuer en importance, soutient la politique menée au sein des diocèses. En réalité, à nouveau, lorsque on historicise nos données, les données en lien entre les procureurs et les évêques, on voit que le processus de sécularisation fait son œuvre, avec aujourd'hui une bien plus grande indépendance entre ces pouvoirs, entre ces deux institutions, en tout cas celle de l'Église et celle de la justice. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai déjà dépassé la fin de cette conférence, donc je vous remercie de votre attention, j'ai eu beaucoup de plaisir à être ici aujourd'hui. Si les personnes le souhaitent. Oui, c'était extrêmement intéressant, monsieur. J'ai une question un peu bête, sans doute, mais votre enquête n'a pas touché les religieuses. Alors, merci beaucoup de cette question. Nous avons souhaité effectivement visiter des archives des congrégations religieuses féminines, dans le cadre de notre étude historique, les congrégations religieuses féminines ont toutes répondu qu'elles n'avaient aucune archive à nous communiquer, ni aucun cas dont elles avaient connaissance.
Alors, c'est assez intéressant, et d'autant plus que pour avoir visité la congrégation des frères de Saint-Jean, j'ai également rencontré des sœurs là-bas, et donc bien entendu des cas étaient référencés et connus. Manifestement, le monde des congrégations religieuses féminines n'a pas souhaité participer à notre enquête. Nous formons nous-mêmes une modeste équipe de 4 personnes, spécialisées donc dans les sciences historiques, je le redis. D'autres équipes ont été constituées, notamment une équipe composée de sociologues, qui elle a beaucoup plus davantage travaillé sur les congrégations religieuses féminines. Et donc elle a proposé une étude et une analyse sur ces congrégations, qui est disponible sur le site de la SIAS.fr. Je parlerai pas vraiment pour le travail qui a été mené par mes collègues. De notre côté, effectivement, nous n'avons pas enquêté. Je vous en prie. Par contre, c'est intéressant de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les congrégations religieuses féminines ne nous ont déclaré aucun cas. C'est une autre question. Bien, merci pour votre conférence riche et très intéressante. Alors, ma question est toute simple. Est-ce que vous avez pu mesurer le taux de sincérité entre les réponses qui vous ont été données au questionnaire aux évêques et la réalité que vous avez pu constater lors de vos études? Merci. Alors, le taux de sincérité, c'est difficile à dire. Alors, sur le terrain, vraiment, les situations changeaient d'un site à un autre. Certains évêques se sont révélés particulièrement coopératifs. Dans l'ensemble des diocèses, la plupart du temps, les évêques et les services du diocèse étaient coopératifs. Au-delà du questionnaire, lorsqu'ensuite nous voulions nous présenter pour fouiller leurs archives, cela passait par une prise de contact. À compter du moment où les diocèses acceptaient de nous recevoir, on pouvait partir du principe qu'ils allaient jouer franc jeu, si vous me permettez l'expression. Tous les diocèses n'ont pas accepté de nous recevoir. Saint-Pédis n'a pas voulu nous recevoir, la congrégation, Bayonne n'a pas voulu nous recevoir. À compter du moment où ils ne voulaient pas nous recevoir, on n'a pas pu ensuite mesurer une éventuelle différence entre ce qui avait été déclaré et ce que nous pouvions nous décompter. Alors il y a eu des situations particulières en effet où on nous a caché des dossiers, c'est vrai. Au-delà de ça, moi ce que j'aimerais davantage dire, ce qui est plus intéressant je crois, c'est que en réalité le travail des historiens sur site dans les archives s'est révélé souvent très riche d'enseignements pour les diocèses eux-mêmes. Le diocèse de Montpellier, de mémoire, je ne me rappelle plus, mais je crois, il faudrait que je re-regarde le questionnaire. Sauf erreur de ma part, ils avaient décompté au départ seulement 17 individus. À mon sens, vraiment de bonne foi. Les 34, donc on a doublé le compte, on a doublé les connaissances du diocèse. On a doublé les connaissances du diocèse parce que nous-mêmes, nous apportions des informations complémentaires. Les 1300 témoignages qui étaient déposés auprès de la commission nous donnaient des noms qui nous permettaient d'aller voir des dossiers, qui permettaient parfois de découvrir du coup de nouvelles identités. La connaissance de l'existence des maisons de soins a permis très souvent d'identifier également de nouveaux prêtres. Parfois dans les archives, alors les archives sont très inégales d'un site à un autre. Si vous vous rendez dans les archives du diocèse de Lyon, tout est électronique, l'état de conservation est parfait, les cartons ont des numéros avec des référencements, il y a des archivistes professionnels. Si vous vous rendez dans d'autres diocèses moins riches, les références, elles sont écrites sur les boîtes. Et donc vous avez plus ou moins ce à quoi correspondent les documents dans la boîte qui est écrit au marqueur. Et donc en se promenant, il n'y a pas de référencement, il n'y a rien, il n'y a pas de catalogue. Et donc en se promenant dans les archives, lorsque vous tombez sur une boîte qui s'appelle Maison de Monget, si vous voulez, la première chose que je fais, c'est que je prends cette maison, et puis qui est donc la clinique référente à compter des années 70, et là, on découvre des nouvelles choses avec l'archiviste. Voilà, donc taux de sincérité, c'était votre expression, bien entendu, qui, dans l'ensemble, les évêques, l'Église a joué le jeu. C'était elle qui nous finançait également et qui nous mettait en place. Certaines difficultés ponctuelles sur lesquelles je ne reviendrai pas dans le cadre de cette conférence, mais au-delà de ça, surtout, notre travail a montré que faire intervenir, je crois, des spécialistes des sciences historiques permettait aussi au diocèse de mieux connaître leur propre situation.
Merci beaucoup pour la conférence et pour la richesse des informations que vous avez évoquées. J'ai 3 questions, s'il vous plaît. La première, vous avez dit, vous avez consulté les archives des prêtres ayant fait une dénonciation crédible. Alors, dénonciation crédible, sur quelle base vous mesurez cette crédibilité justement, ou comment vous êtes sûr que ces dénonciations sont crédibles ou pas, d'autant plus que ça se passe dans un cadre bien sans preuve. Ma deuxième question, c'est, vous avez dit qu'il y avait une expertise psychologique ou psychiatrique de la personnalité des auteurs. Donc, les résultats ou s'il y a une conclusion générale de cette expertise, ça a révélé quoi, si vous pouvez expliquer. Et ma troisième question, c'est pour la dernière chose dans votre présentation sur les cliniques pour les prêtres abuseurs, que personnellement, je ne les considère pas comme malades pour avoir des cliniques. Mais ma question, c'est est-ce que vous avez des données sur des cliniques peut-être pour leurs victimes? Merci. Alors, sur la crédibilité des archives, c'est un point difficile. Et nous n'étions pas tous d'accord d'ailleurs au sein de l'équipe. Pour ma part, je considérais qu'il fallait accueillir tous les témoignages sans faire de tri, car effectivement, nous n'avions pas les moyens nous-mêmes ensuite d'enquêter, qui plus est sur des situations simplement décrites dans une lettre de 1950, comme celle qui figure à l'écran. Nous n'avons aucun moyen ensuite de contre-vérifier ces informations. Toutefois, au fur et à mesure de l'enquête, certaines dénonciations paraissaient particulièrement voilà, soit comporter un caractère malsain évident, je ne sais pas comment vous le dire sans rentrer dans les détails, soit vraisemblablement était l'œuvre d'une personne un peu désaxée, ou alors les éléments ne correspondaient vraiment pas du tout, aucunement. Et donc dans ces cas-là, certains témoignages ont été effectivement écartés. Vraiment, lorsque du haut de notre faible capacité à juger les témoignages, on considérait que là, il y avait un vrai doute possible. Voilà, donc on a peu jugé cette crédibilité, on a vraiment écarté assez peu de témoignages. Sur les expertises, que révèlent-elles? Ces expertises, elles révèlent l'existence de pathologies, l'existence de maladies psychiatriques. Elles montrent également, les expertises psychiatriques en particulier, elles montrent également, et donc c'était un volet qui pouvait mériter pour nous un chapitre dans le cadre de notre étude, et elles révèlent également, et je pense là davantage aux études de nature psychologique, elles sont très précises sur le parcours des prêtres, sur leur enfance. Parfois, les enquêteurs rapportent leurs notes au collège, puis leurs notes au séminaire, ce qui nous permet de voir voilà, vraiment un parcours très détaillé de ces prêtres qui n'est pas toujours présent dans les archives de l'Église. Donc à nouveau, ça a alimenté notre réflexion sur le profil. Et concernant ces cliniques, pour des cliniques de victimes mises en place par l'Église, alors sur la dénomination de clinique, en réalité c'est la dénomination que l'Église donne à ses propres maisons. Elle parle soit de maisons de soins, soit de cliniques. C'est pour ça que je me permets de parler moi-même de clinique. Et effectivement, il y a du personnel soignant professionnel, et notamment laïque. Il y a effectivement des médecins laïques, et même également des psychologues et même des psychanalystes parfois. L'Église découvre les victimes dans les années 2000, mais sur ce point, elle ne les découvre pas vraiment manifestement en retard par rapport à d'autres institutions, peut-être avec un léger décalage. Mais eh bien, les années... de toute façon, en 2000, il n'y a plus de clinique, puisque Monget a fermé. Et non, la victime n'est pas au centre des préoccupations de l'Église. Voilà, je peux détailler ce point. On a tout un chapitre sur les victimes. J'ai décidé de ne pas vous le présenter aujourd'hui, mais je peux également répondre plus précisément. On a également dressé un profil des victimes. On a historicisé les données, vu comment est-ce que ce profil évoluait au cours du temps. Je crois que je peux vous montrer. J'étais en retard, du coup, je ne vous ai pas montré la dernière slide.
Je crois que l'évolution de la répression judiciaire, donc ça c'est l'évolution des condamnations, je vous la présente très rapidement. L'évolution des condamnations, elle prend également la mesure par la société et par les juridictions de la prise en compte des victimes et également de la prise en compte de la nécessité de combattre plus fermement les agressions sexuelles. Dans les années 70 et des années 80, c'est l'épisode de ce qu'on appelle, nous, l'âge d'or de la pédophilie, avec des auteurs comme Tony Duvert, voilà, je ne reviens pas dessus, Matt Sneff, tout ça a fait l'objet déjà de nombreux commentaires. Et en réalité, cette situation de la société conduit également, enfin en tout cas s'associe à un faible taux de condamnation, qui par contre explose dans les années 90, 2000, 2010. Lorsque vous regardez l'ensemble des faits connus et datés, où là je ne prends pas en compte les condamnations, vous voyez qu'en réalité c'est une lente décroissance. Ce qui montre d'ailleurs, je pensais finir là-dessus parce que c'est un point plutôt positif, ce qui montre en réalité que le problème finalement est principalement d'abord un problème du passé, le problème de la pédophilie dans l'Église, en tout cas par rapport aux faits que nous on a recensés. Mais il n'y a pas de trou dans les années 70-80. Et voilà, ça reflète aussi, bien entendu, l'importance de la lutte contre les infractions sexuelles, mais également la place de la victime. Oui, en lien avec cette question des condamnations, tu avais évoqué, il y avait un de tes graphiques, c'était sur l'âge des condamnés qui était autour de 38 ans dans les années 50 et autour de 80 ans, je crois, plus récemment. Mais est-ce que cette augmentation de l'âge dans les années récentes n'est pas due aussi au fait qu'actuellement, on revient sur des affaires qui peuvent être anciennes, oui, ce qui n'était pas forcément le cas, je pense. Oui, absolument. Il y a aussi effectivement un phénomène lié aux réformes de la prescription. Je pense particulièrement à la réforme dite de la prescription glissante. Aujourd'hui, les délais s'allongent et donc on a la possibilité, les services de police et de justice ont la possibilité de poursuivre puis de condamner des auteurs qui ont commis des faits qui antérieurement étaient prescrits. Bien, c'est sûr, c'est certain. Ça explique aussi. Merci pour vos données très très éclairantes. Alors sur ce que vous avez dit à la fin, la présentation des cliniques pour les abuseurs, est-ce que ça existe toujours? Et sinon, quelles sont les mesures actuelles pour accompagner les abuseurs? Alors, ces cliniques ont fermé. La clinique de Monget a été la dernière à fermer. Elle ferme en 1985. C'est une des rares cliniques où tout le monde peut trouver une information. Il y a encore un vieil article de Libération qui avait publié une très rapide enquête. Mais si vous tapez clinique de Monget, il y a quelques informations sur Internet. Rien d'autre pour les autres cliniques. Donc, il n'y a plus de clinique aujourd'hui. Concernant le traitement des abuseurs, je crois qu'il est également la conséquence de la sécularisation aujourd'hui de la société. Il a rejoint finalement le traitement commun qui passe donc par les évêques finalement renoncent à cette société qu'ils considèrent comme parfaite. Ils renoncent à gérer eux-mêmes cette thématique et donc les prêtres sont en principe aujourd'hui, et c'est le cas, je le crois, renvoyés, dénoncés en tout cas au service de police lorsque le prêtre ne veut pas lui-même se dénoncer. Ensuite, le prêtre est orienté vers des médecins qui sont aujourd'hui des médecins presque exclusivement laïques ou à minima éventuellement proches du diocèse ou de certaines paroisses, mais qui sont des médecins laïques. Alors il y a encore certains modes de gestion qui existent. Les diocèses ont mis en place des commissions de lutte contre les abus sexuels, qui sont composées le plus souvent de l'évêque, également d'un référent au sein du diocèse donc de lutte contre les abus, et composé de divers prêtres, mais également de diverses personnes du monde civil. Et je pense notamment à des médecins, des avocats. Les avocats, du coup, tirent la sonnette d'alarme lorsqu'il y a un risque juridique particulier. Les médecins soulignent, par exemple, la situation difficile pour les victimes. Et ces commissions prennent des décisions ensemble sur les cas qui leur sont soumis les uns après les autres. Voilà, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant ces commissions. Il y en a une à Strasbourg notamment. Bien, une toute dernière question. C'est pour savoir comment est-ce que vous définissez les communautés traditionnelles dont vous avez mentionné au début,
Et la deuxième question qui est plus importante, c'est est-ce que vous avez fait une étude approfondie sur des diocèses où il y avait moins de cas d'abus pour voir cet aspect systémique qui est lié à la personne de l'évêque qui est en place depuis peut-être longtemps, parce que là vous avez parlé plutôt de structure, mais une systémie c'est aussi autour de personnes. Donc quand ça marche mieux, c'est comme en creux. Est-ce que vous avez étudié cela? Des bons élèves, si on peut dire. D'accord. Alors, la définition. Alors, j'ai parlé de communauté de congrégation traditionnaliste, sauf erreur de ma part. Alors, je n'ignore pas. Alors, je suis pas spécialiste en plus de l'histoire du catholicisme. Notre ami Paul Herriot, qui faisait partie de la commission, veillait à ce qu'on n'emploie pas n'importe quelle terminologie. Dans cet ensemble, eh bien, nous avons donc inscrit les congrégations, notamment qui se sont mises en retrait du Vatican à compter de 1970, l'ensemble des lefévristes. Et sauf erreur de ma part, je réfléchis maintenant, mais sauf erreur de ma part, nous n'avons pas été au-delà eh bien, de ceux qui s'inscrivaient dans la pensée de Monseigneur Lefebvre. Le reste, les autres communautés, proches éventuellement de certaines idées lefévristes, trouvant leur place dans la catégorie des communautés nouvelles. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises, étant donné que je ne suis pas historien du catholicisme. Concernant les bons élèves, la réponse est-elle oui. Nous avons visité des bons élèves. Je pense par exemple au diocèse de Belfort, que nous sommes allés visiter. En tout cas, pour répondre à mon avis à votre question, nous avons visité des bons élèves, mais dans le choix des diocèses que nous comptions visiter, je reconnais que ce critère n'existait pas. Donc, les bons élèves sont un peu apparus sur le tard. Bien. Une très rapide question, vraiment très vite, et la réponse également. Bonsoir. C'est par rapport à... comme c'est l'Église qui a demandé et financé cette commission, est-ce qu'elle en a retiré quelque chose? Est-ce que ça a fait peut-être évoluer sa façon de gérer la situation sur ce sujet, ou pas vraiment? Ou alors est-ce que c'est en cours, peut-être? Alors, sur l'après-commission, pour moi, c'est pas très facile de répondre, puisque à compter du moment où notre équipe s'est séparée, moi derrière, je n'ai pas réintégré d'autres commissions. D'autres commissions d'études ont été mises en place. La grande question, c'est la question de l'indemnisation. C'est-à-dire que l'Église s'est engagée à indemniser des victimes, en particulier en réalité les victimes qui n'avaient pas accès à une indemnisation qu'elles auraient pu obtenir par la voie judiciaire. Donc une instance a été mise en place, une instance d'indemnisation. Elle est constituée dorénavant. Elle est en train de traiter les dossiers. Alors, je ne suis pas spécialiste de cette commission, mais je crois qu'elle peine à traiter les dossiers. Les dossiers, en tout cas, avancent lentement. Mais il y a une commission qui est mise en place. Autre modification peut-être que l'Église aurait pu apporter, on attendait des modifications concernant éventuellement, en tout cas, la commission Sauvé a mis en place des recommandations, une série de recommandations qui sont consultables, sauf erreur de ma part. Assez peu de recommandations finalement ont été entreprises, mais les recommandations parfois portaient sur des sujets d'ampleur. Réforme du cadre de la confession, par exemple, notamment du secret de la confession, des réformes d'ampleur qui peut-être ne se décident même pas au sein de l'épiscopat français. La principale réforme, c'est celle de l'indemnisation. Mise en place d'un tribunal pénal également. Bien, merci beaucoup. Je crois que nous allons clore ici cette séance en remerciant encore Thomas Boulu. On
peut pas vous dire que vous écouter a été une chose très agréable, mais en même temps, c'est une chose très nécessaire. Et bon, il est certain que faire la vérité à long terme, ça fait toujours du bien. Donc merci beaucoup à vous pour ce travail et cette conférence. Merci. Puis à bientôt pour une prochaine séance de conférence.